Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils abordent le sujet des sujets tabous. François se demande pourquoi il est uniquement permis à la police d'être raciste, alors que tout le monde devrait avoir les mêmes droits. Il exprime son soutien à la liberté d'expression et affirme ne pas être raciste lui-même, tout en soulignant l'importance de pouvoir exprimer ses opinions. Ensuite, il discute de l'origine des tabous, qui viennent du polynésien tapu signifiant interdit ou sacré. Bernard explique que les tabous ont été imposés à l'homme de l'involution, stade d'évolution inférieur, car il n'avait pas d'identité. Il explique qu'un homme avec une véritable identité ne connaîtrait pas les tabous, car il connaîtrait les lois cosmiques de la vie et de la mort, et réaliserait qu'il n'y a pas de sacré. Il affirme que les tabous sont liés à la limitation de la pensée créative et à la mémoire collective, et qu'une pensée créative intégrale permettrait de les dépasser. En somme, cette discussion met en lumière les questions de l'égalité des droits, de la liberté d'expression et de la nature des tabous, en soulignant l'importance d'une pensée créative exponentielle pour les surmonter. Dans cette conversation, l'auteur souligne l'importance des tabous dans l'organisation des sociétés et compare cela aux religions. Cependant, il affirme que les tabous commencent à tomber à mesure que l'humanité progresse dans l'intelligence et la science. Malgré cela, elle constate que certains tabous subsistent encore aujourd'hui, bien qu'ils soient moins évidents et plus liés à des émotions et des valeurs sociales. Il prend l'exemple de l'avortement pour expliquer comment les tabous peuvent engendrer des difficultés psychologiques et émotionnelles, car la vie est considérée comme sacrée. Il souligne que les mots utilisés dans notre civilisation peuvent nous enfermer dans des conceptions limitées et que les tabous sont liés à ces mots et concepts sacrés. R explique également qu'il est difficile pour l'homme de se libérer du tabou et de ses conséquences psychiques et psychologiques, car il est confronté à des responsabilités sociales, religieuses ou spirituelles. Cependant, avec le développement de l'identité, l'homme pourra éventuellement se libérer de cette responsabilité liée à la valeur de la forme. Néanmoins, cela ne signifie pas que l'avortement, par exemple, sera vécu de manière banale, mais plutôt qu'il sera abordé avec une conscience et une compréhension plus élevée. La liaison historique entre l'individu et la mémoire de l'humanité ne devrait pas pénaliser sa créativité. Cependant, cela nécessite un certain laxisme de la société à cet égard. L'idée d'un homme nouveau, intégral et surhumain est évoquée, où il aurait des pouvoirs psychiques et serait déconnecté de la société actuelle. Dans cette vision, l'homme vivrait sur des plans parallèles et serait affranchi des tabous et limites imposés par l'évolution actuelle. Il est souligné que le passage d'une race à une autre résiste au changement des tabous. La transformation du mental de l'homme est essentielle pour transcender ces tabous et évoluer vers une conscience mentale fondée sur la fusion avec sa propre entité. Ainsi, l'homme nouveau n'aura plus de lien psychologique ou psychique avec les émotions liées aux mots, à la pensée et aux concepts, et aura la capacité de définir lui-même l'absolu en relation avec la valeur des mots et la compréhension des mystères. Selon BDM, les mots ont une valeur qui fait partie de la dynamique créative des civilisations. Dans un temps donné, si un livre est nécessaire, il existera quelqu'un, un médium, un voyant, un prophète, qui servira d'antenne pour le recevoir et l'écrire. Ce livre, s'il est réellement neuf, aura le pouvoir de spiritualiser le mental de l'homme et créer des adeptes. BDM souligne que la connaissance est une illusion, mais que le savoir fait partie de la réalité imprimée dans la conscience humaine. Le savoir permet à l'homme de défaire ce qui a été fait et d'enlever le pouvoir de l'involution sur l'humanité. Dans le cas du livre La cosmogonie d'Urantia, BDM explique que le dernier tiers du livre consacré à la vie du Nazaréen était nécessaire pour créer une connexion psycho-spirituelle avec les populations occidentales, qui s'identifient aux Nazaréens sur le plan religieux. Ce choix permet au livre de spiritualiser l'humanité à un niveau différent de celui connu lors de l'involution. BDM souligne enfin que l'entrée dans une spiritualité nouvelle, mais non découverte, est nécessaire pour évoluer. Dans ce passage, l'auteur parle de l'avènement d'une nouvelle civilisation sur Terre, où les humains auraient des pouvoirs occultes et des capacités extraordinaires. Il mentionne que cela entraînerait une régénération spirituelle et une ésotérisation de la religion. Il évoque également le livre La cosmogonie d'Urantia qui, selon lui, ésotérise la religion en fournissant à celle-ci un point d'appui dans l'expérience du Nazaréen. L'auteur explique que les personnes qui liront ce livre auront une expérience complexe, à la fois confirmée dans la valeur du Nazaréen mais également confrontée à de nouvelles idées scientifiques. Il souligne toutefois que certains individus dépasseront le stade de ce livre et se détourneront de la valeur psychologique du sacré pour se tourner vers une intégration de l'énergie dans leur être. L'auteur conclut en disant que
La compréhension des concepts cosmiques peut différer de la réalité quotidienne et que la valeur des mots perd de son importance dans ce domaine. La compréhension du volume est instantanée et le livre sera lu par des personnes qui essaieront de le comprendre psychologiquement. L'auteur considère essentiel de comprendre les lois qui menacent l'humanité aujourd'hui, appelées les lois de l'astral. Il veut expliquer ces lois d'une manière simple, sans termes compliqués, mais avec une profondeur vaste pour comprendre la dynamique mécanique de la conscience humaine. L'auteur prévoit également d'écrire un livre sur le phénomène de l'aliénation mentale et la possession des entités, car il pense qu'il y a des forces psychiques qui interfèrent avec la radio de l'homme. La maladie mentale est un sujet tabou et on l'explique souvent en termes d'hallucination, mais l'auteur croit que c'est lié à l'esprit, une forme d'intelligence énergétique qui a des pouvoirs sur la matière et la structure psychique de l'homme. Lorsque l'homme sera face à ce côté non mécaniste de la réalité, il pourra réaliser qu'il a le pouvoir de commander à la matière et d'intégrer de plus en plus d'énergie. Cela lui permettrait de réunir en lui-même la polarité cosmique et planétaire et de manifester ce qui convient à ses besoins matériels. En explorant les mystères et en comprenant l'infini et l'absolu, les tabous peuvent éclater et révéler le véritable visage de l'énergie à travers la forme que nous pouvons supporter. Certains hommes ont la capacité mentale de vivre une relation avec l'invisible, comme nous le faisons avec la matière, et cela fait partie de l'évolution de l'homme. L'homme se définit lui-même comme étant invisible, mais l'invisible est en réalité des mondes parallèles sur une autre longueur d'onde, qui nous sont invisibles car nous n'avons pas les moyens de les percevoir. Cependant, l'homme développera ses corps subtils et sera capable de rentrer en contact avec ces mondes parallèles. Cela entraînera des changements dans la science et le mental de l'homme, et la recherche du mystère dans la religion sera remplacée. Lorsque l'homme sera capable de connaître pleinement, il deviendra libre et se fusionnera avec sa source, ce qui entraînera l'apparition d'une nouvelle civilisation humaine. Cette civilisation sera capable d'intercepter les courants d'énergie cosmique et tellurique, et ne sera plus soumise à des croyances religieuses ou métaphysiques. Cependant, pour cela, l'homme doit assumer sa propre énergie et ne pas se laisser manipuler par des tabous ou des formes de pensée déterminées par la religion ou l'ésotérisme. Ensuite, l'homme pourra déterminer lui-même ce qu'est l'âme et sera plus libre dans ses recherches de connaissances. Lire des livres deviendra moins important pour lui, car cela signifiera se soumettre à une pensée qui n'est pas la sienne, mais plutôt s'exprimer par la parole. Finalement, l'homme atteindra la conscience supramentale, où il n'aura plus besoin de réflexion pour acquérir le savoir. Dans cette discussion, les deux personnes affirment que lorsqu'un individu vit une initiation spirituelle, il se trouve confronté à une polarité entre le bien et le mal, entre les forces cosmiques et planétaires. Ils soulignent que ces expériences sont différentes des recherches intellectuelles, car elles sont plus directes et profondes. L'homme, dans son cheminement spirituel, devra éventuellement dépasser les tabous et les limites imposées par les traditions et les connaissances humaines. Il devra comprendre que les mots ne sont que des formes mentales transmettant des idées et des concepts, et qu'ils doivent être dépassés pour accéder à une véritable fusion avec l'infini. Lorsque l'homme pourra vivre la tyrannie de l'infini et sera libre dans cette expansion, il n'aura plus besoin de lire ou de se référer à la mémoire collective de l'humanité. Il sera en harmonie avec son aspect cosmique, et il n'y aura plus de distinction entre l'ajusteur de pensée et le mortel, entre le fini et l'infini. Il sera libre et fusionné avec son essence spirituelle. Cependant, les deux interlocuteurs soulignent que notre vocabulaire actuel est limité pour décrire cette réalité spirituelle. Les mots que nous utilisons sont issus de langues anciennes et n'ont pas la signification adéquate pour exprimer pleinement cette expérience spirituelle. Nous avons besoin d'un nouveau vocabulaire, mais notre cerveau matériel ne peut pas encore le créer. En fin de compte, les livres et les concepts évoqués dans cette discussion peuvent sembler ennuyeux pour ceux qui sont encore en quête de connaissances et d'expériences spirituelles. Cependant, ils sont nécessaires pour élever la conscience des individus pendant l'involution et les amener vers une plus grande conscience spirituelle et ésotérique. Dans cette discussion, Bernard de Montréal parle de la puissance des livres ésotériques et spirituels, tels que la cosmogonie d'Urantia. Il explique que ces livres sont des outils pour mesurer et découvrir la vérité de soi-même. Cependant, il souligne également que ces livres peuvent être intimidants et nécessitent une certaine ouverture d'esprit pour les comprendre. Bernard de Montréal mentionne également qu'il a dû remplir les lacunes de la cosmogonie d'Urantia afin d'aider les gens à aller au-delà de ce livre et à explorer d'autres aspects de leur être. Il souligne que les livres ésotériques sont des outils qui permettent à l'humanité de développer une civilisation matérielle et de se connecter à une dimension sacrée.
Il explique que les vapeurs sacrées sont essentielles pour permettre à l'homme de créer une civilisation matérielle, mais que les êtres qui sont capables de passer d'un infini à un autre ont dépassé cette dimension sacrée et sont des scientistes de la lumière. Cependant, les hommes qui construisent une civilisation ont encore besoin du sacré. Bernard de Montréal conclut en expliquant que les hommes qui sont conscients de cette réalité doivent être objectifs et partager une partie de leur conscience sacrée avec ceux qui sollicitent leur aide. Il souligne que la science du mental et de la création doit être partagée de manière consciente et non partisane pour éviter les sectarismes. Il prédit qu'il y aura des contacts entre des hommes conscients et des hommes en voie d'évolution pour favoriser un progrès psychique. Dans cette partie de l'entretien, Bernard de Montréal aborde le sujet de la communication et de l'écriture. Il explique que certaines choses peuvent être écrites et d'autres non. Il affirme que lorsqu'il traite de sujets suprarationnels, il préfère les écrire pour éviter d'être perçu comme un personnage et pour se désengager de l'interprétation que les gens pourraient faire de lui. Il mentionne également que certaines choses ne pourront jamais être écrites car elles auront une valeur purement vibratoire et ne seront pas accessibles au mental inférieur. Il soutient que l'homme doit dépasser les formes, le sacré et les tabous pour accéder à l'infini du mental. Il parle ensuite de la création de nouvelles civilisations et de la nécessité de réinventer cet infini, ce qui mènera à une science cosmique du mental. Il affirme que le racisme est lié à l'incapacité de l'homme à vivre de ses convictions profondes qui sont universelles. Il évoque ainsi le racisme sous différentes formes, telles que la guerre religieuse et les conflits entre différentes religions. Il conclut en disant que nous sommes tous racistes à différents niveaux. Dans cette conversation entre François Paron et Bernard de Montréal, il est mentionné que l'absence d'un empire humain est due au racisme présent dans la société. L'homme n'est pas capable d'incorporer son universalité à tous les niveaux, ce qui conduit au racisme de la pensée. Bernard de Montréal exprime son désir d'écrire un livre sur le racisme planétaire et sur la personnalité des nations, mais il se fait toujours tuer lorsqu'il aborde ces sujets. Cependant, il pense qu'il serait possible d'écrire un livre en le faisant réécrire par quelqu'un d'autre pour éviter les dangers potentiels. La conversation se déplace ensuite vers les tabous sexuels, notamment à cause de la prise de conscience accrue due au sida. Les tabous sexuels ont été créés pour empêcher les abus et ont une origine liée à la colère des dieux en cas de violation de ces tabous. Au fil du temps, ils sont devenus profondément ancrés dans l'humanité et ont été maintenus par l'émotivité primitive de l'homme. L'évolution de la conscience de l'homme a progressivement remis en question ces tabous, mais il reste nécessaire tant que l'homme n'est pas conscient. Le sida est présenté comme une conséquence cosmique visant à limiter les comportements sexuels excessivement libérés. Le sujet de la mort en tant que tabou aurait également été intéressant à discuter mais nécessiterait plus de temps. Finalement, Bernard de Montréal termine en disant que la mort est un sujet intéressant et amusant.